Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Friedrich Hayek et de son ouvrage majeur, La route de la servitude. C'est parti, générique. Friedrich Hayek est né en 1899 à Vienne et il est mort en 1992 en Allemagne. Il est l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il appartenait à l'école libérale et traditionnaliste et ses travaux ont influencé de nombreuses personnalités, à commencer par Milton Friedman ou encore Margaret Thatcher. Hayek, il a très vite compris que s'il voulait être bon dans sa discipline, c'est-à-dire l'économie, il devait s'intéresser à d'autres matières comme l'histoire, la philosophie ou bien encore la sociologie. Il a également passé sa vie dans plusieurs pays, par exemple les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. C'est là-bas qu'il a fait une partie de ses études, mais surtout qu'il a rédigé et publié l'un de ses ouvrages les plus connus en 1944. C'est La route de la servitude. Alors, avant d'analyser les idées remarquables qu'il y a à l'intérieur de la route de la servitude et ensuite d'émettre une critique, il convient de se focaliser sur le contexte à la fois géopolitique, politique et économique de l'Europe et de l'Occident entre 1930 et 1945. En 1929, c'est la Grande Dépression, le jeudi noir, une crise majeure qui frappe les États-Unis. Wall Street est à genoux et des millions d'Américains sont directement impactés par cette crise qui entraîne une explosion du chômage. Roosevelt, qui est président des États-Unis à cette époque, décide de mettre en place une politique interventionniste qui s'appelle le New Deal. Qu'est-ce que c'est qu'une politique interventionniste? C'est quand l'État décide de s'insérer dans l'économie, de s'intéresser à l'économie pour essayer de remonter la barre, de sauver l'économie. Ça implique quoi? La redistribution des richesses, injecter de l'argent dans la société pour justement essayer de contrecarrer le chômage, mais c'est aussi, par exemple, d'évaluer la monnaie. C'est tout un tas de mesures qui sont prises afin de relancer la machine économique d'un État. Et Roosevelt va mener cette politique interventionniste. Ce qu'il faut souligner, c'est que les États-Unis, ce n'est pas le seul pays qui va être impacté par cette crise. Pourquoi? Parce que les États européens et les USA sont interconnectés économiquement. À partir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont sortis de leur isolationnisme, ce qui fait qu'il y a eu des rapprochements à la fois d'un point de vue militaire, puisque les États-Unis sont intervenus pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi un rapprochement d'ordre économique. Et de ce fait, si les États-Unis connaissent une crise économique majeure, eh bien, il va y avoir un effet domino qui va impacter d'autres États. Et le pays qui va être le plus durement impacté par la crise économique de 1929, c'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce que déjà, la Première Guerre mondiale vient de s'achever, l'Allemagne est du côté des perdants et il y a eu le traité de Versailles qui impose à l'Allemagne de payer des sommes astronomiques afin de rebâtir l'Europe. Jacques Bainville avait déjà prévenu dans les conséquences politiques de la paix que ce traité de Versailles risquait de mettre en place les conditions futures d'une nouvelle guerre. Alors, l'Allemagne va être encore plus impactée avec cet effet ricochet de la crise de 1929. Il va y avoir une inflation galopante et un chômage massif, ce qui va être un terreau extrêmement fertile pour l'arrivée au pouvoir de monsieur dont on ne peut pas citer le nom sur YouTube, mais je pense que tu vois de qui je veux parler. Tu connais la suite de l'histoire, ça va être le début de la Seconde Guerre mondiale. Et là, les différents États, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'URSS, l'Allemagne, ils vont tous mener, là encore, une politique très interventionniste au niveau économique. Parce que nous sommes dans une logique d'effort de guerre, la situation est particulièrement grave, donc l'État mène directement la barque au niveau de l'économie. Ça a été le cas aussi pendant la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, nous sommes dans un nouveau paradigme avec d'un côté le libéralisme, avec les États-Unis comme chef de file de ce mouvement, et de l'autre côté, le communisme qui est représenté par l'URSS et ses différents États satellites. Mais Hayek, il est particulièrement inquiet pendant la guerre parce qu'il sait que déjà cette dernière va se terminer, il s'en doute, parce que c'est un homme brillant, mais il pense que la plupart des États européens
comme par exemple l'Angleterre tout d'abord, mais aussi des pays comme la France, l'Italie ou bien encore les États-Unis, risquent de continuer cette politique extrêmement interventionniste. Et il y a des indices qui vont dans ce sens-là. Tout d'abord, l'émergence du socialisme et du communisme, notamment avec des pays comme la France, où le communisme a un impact politique extrêmement fort, mais aussi au Royaume-Uni, puisqu'il y a des initiatives qui voient le jour un peu à droite à gauche. William Beveridge a donné en 1942 un rapport dans lequel il prône pour la mise en place de l'État-providence, le welfare state en anglais, c'est-à-dire un État qui ne s'intéresse pas qu'à des problématiques régaliennes, l'armée, les relations internationales, la sécurité, la police, etc., mais plutôt va s'intéresser également à des problématiques en lien avec l'économie, la société, le social, etc. Il y a une volonté de mettre en place cet État-providence et au Royaume-Uni, c'est Clement Attlee, le nouveau Premier ministre qui succède à Winston Churchill, qui va essayer vraiment de le façonner. Et ce Clement Attlee est conseillé par John Maynard Keynes, qui est un économiste qui prône vraiment pour que l'État intervienne le plus possible dans l'économie. Et John Maynard Keynes, c'est vraiment le penseur qui fait quasiment l'unanimité dans toute l'Europe et qui embrasse les valeurs du socialisme, etc. Mais Hayek, il est particulièrement inquiet, non pas qu'il déteste Keynes, etc. D'ailleurs, il y a un vrai respect mutuel entre les économistes à cette époque-là, mais c'est parce qu'il voit un danger venir. C'est-à-dire que pour lui, la mise en place du socialisme et du collectivisme, et le fait que cet État va avoir tendance à s'intéresser à d'autres problématiques que celles qui sont régaliennes, c'est pour lui le risque de la mise en place à terme d'un État totalitaire, parce qu'on risque à un moment donné de brider les libertés individuelles, parce que l'État va être de plus en plus gourmand, il va avoir tout d'abord l'économie, puis ensuite il va s'intéresser aux politiques. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que pour Hayek, on ne peut pas dissocier le politique de l'économique. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Si tu possèdes le politique, tu finiras par avoir l'économique, et si tu possèdes l'économie, tu finiras par avoir le politique. Alors, Hayek, il est très inquiet parce que l'histoire et la Seconde Guerre mondiale l'a prouvé, le socialisme, pour lui, a permis la mise en place de régimes totalitaires, le Troisième Reich et le régime communiste stalinien. Comme je t'ai dit, Hayek, il appartient à l'école libérale. Il y a trois choses qui sont extrêmement importantes pour cette école-là. C'est tout d'abord la propriété privée, l'initiative privée, l'individu qui va avoir sa propre initiative, la liberté d'entreprendre, et enfin la responsabilité des individus à mener des projets de ce type dans cette liberté, dans l'exercice de la liberté. C'est vraiment les trois fondements de l'école libérale que représente Hayek. En 1944, lorsque La route de la servitude va être publiée, l'ouvrage ne va absolument pas faire l'unanimité et John Maynard Keynes va cependant reconnaître que Hayek a raison sur de nombreuses idées qu'il développe à l'intérieur de ce dit ouvrage. Parce que pour Hayek, le socialisme et l'intervention de l'État dans l'économie, c'est la première pierre qui met en place la servitude. C'est la route de la servitude, dont le nom de l'ouvrage. Maintenant qu'on a vu le contexte et l'idée remarquable de base qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage, il convient d'aborder les différents arguments de Hayek dans ce dernier. Tout d'abord, Hayek part du principe que les deux totalitarismes qui ont détruit l'Europe, c'est-à-dire le Troisième Reich et le communisme, émanent principalement d'auteurs utopistes socialistes, ou plutôt d'auteurs qui embrassent les idées propres à la gauche. Alors on peut citer Karl Marx et Engels. Mais attention, pour Hayek, ces auteurs-là n'avaient pas pour but de faire le mal. En réalité, on a pris leurs travaux, on les a corrompus et ça a entraîné ce que l'on a connu par la suite. C'est-à-dire que pour Hayek, Karl Marx a écrit Le Capital,
il était allemand, il a eu une influence extrêmement importante dans la société allemande et cette influence-là, elle a entraîné la mise en place du Troisième Reich. Mais le problème pour lui, c'est que ces auteurs-là ont redéfini le sens de la liberté. Le mot liberté a été corrompu parce que désormais, la liberté pour ces auteurs utopistes, elle ne se trouve et on ne peut avoir qu'une jouissance de cette liberté à l'intérieur du collectif, à l'intérieur du groupe. Lorsque l'on s'oublie dans la masse et dans le groupe, c'est là que l'on trouve notre liberté. Pour Hayek, la liberté propre aux socialistes, c'est aussi une volonté d'augmenter et d'améliorer son niveau de vie et d'être dans une certaine forme de confort et de jouissance. Et là, on voit que ça rentre en totale contradiction avec les idéaux et les dogmes propres de Hayek, qui lui prône pour bien la liberté d'initiative, la liberté d'entreprendre, parce que si on est absorbé par la masse, si on est écrasé par cette dernière, l'individu ne peut pas montrer son plein potentiel. Pour l'auteur, on est rentré dans l'ère du planisme, de la planification à outrance, c'est-à-dire que l'on retrouve dans les gouvernements de nos démocraties des experts, Keynes en est le parfait exemple, qui vont mettre en place des plans économiques où l'État va intervenir sur 5, 10 ou bien 15 ans. Des politiques sur le long terme planifiées. Le souci, c'est que pour Hayek, on ne peut pas planifier parfaitement une politique économique parce qu'on ne peut pas être conscient de toutes les informations. Hayek a beaucoup travaillé sur l'importance de l'information dans l'économie. Il partait du principe que le prix, c'était l'information capitale la plus importante et que nous sommes rentrés dans une ère où il y a une multiplication de l'information et qu'on ne peut pas toutes les prendre en compte pour faire des politiques économiques parfaites, extrêmement bien planifiées. Imaginons que par exemple un gouvernement souhaite mettre en place une planification économique, ils vont faire un plan qu'ils jugent être parfait. Le souci, c'est qu'il y a une information capitale qu'ils ne vont pas réussir à décrypter et cette information-là rend caduque le plan initial. Ce qui fait que pour Hayek, la multiplication de l'information rend impossible le fait de mettre un plan sur le long terme par rapport à des politiques économiques. Alors attention, Hayek, il n'est pas non plus pour un laisser-faire où l'État n'a aucune prise sur l'économie, où on laisse les acteurs privés faire absolument tout ce qu'ils veulent, parce qu'il part du principe que les acteurs privés peuvent être aussi responsables de crise. On l'a bien vu en 2007 avec la crise des subprimes. Donc l'État doit quand même avoir un œil sur l'économie, mais il ne doit pas intervenir dans cette dernière. C'est-à-dire qu'elle doit rester le précaré de l'initiative des individus, une initiative libre, éclairée et raisonnable. Il faut que l'État protège deux valeurs, la liberté d'entreprendre, le libre arbitre, mais aussi la libre concurrence qui est extrêmement importante. C'est là qu'ensuite on rentre dans le cœur de la pensée de Hayek, c'est-à-dire que pour lui, ceux qui vont mener ces politiques de plan, ces experts, qui je le rappelle ne sont pas élus démocratiquement, ils sont choisis, eh bien ces derniers finiront par planifier d'autres plans, d'autres programmes, etc., hors du cadre de l'économie. C'est-à-dire que d'une part, ils vont commencer à planifier dans l'économie, l'État va intervenir dans cette discipline, mais que par la suite, eh bien, l'État va avoir les yeux toujours plus gros que le ventre et toucher à d'autres prérogatives, et notamment toucher forcément aux politiques. Et ça va finir par tout simplement créer une restriction des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on va planifier la vie du citoyen. Tout va être organisé de A à Z. On peut citer là encore le Troisième Reich qui avait mis en place une organisation du temps libre pour les citoyens. On peut citer également le communisme qui avait mis en place une liste d'ouvrages interdits parce que ça allait à l'encontre de l'idéologie même du parti. C'est-à-dire que forcément, cet État qui se base sur le collectivisme, sur ses idées propres au socialisme, parce qu'il les juge les plus belles et les plus légitimes, il veut les protéger et par conséquent, il va devoir mener des politiques extrêmement restrictives et liberticides
afin de se survivre à lui-même. C'est le début, c'est les balbutiements d'une société totalitaire. Le premier signe qui montre qu'un État risque de devenir totalitaire, c'est le fait que l'État va s'insérer dans l'économie, parce que s'il s'insère dans l'économie, il finira par s'insérer dans le politique et régir la vie des citoyens. Alors là, tu pourrais te dire oui, mais l'économie, c'est pas forcément en lien avec le politique, mais si, en réalité, les politiques économiques, elles ont un impact direct sur la population et surtout, elles provoquent des changements d'ordre anthropologique. Si on analyse par exemple Berlin-Est et Berlin-Ouest, on voit qu'il y a des différences majeures encore aujourd'hui qui résultent de cette différence d'approche à la fois politique et économique et qui a entraîné une partition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve encore des différences structurelles énormes entre Berlin-Est et Berlin-Ouest parce qu'il y avait une approche politique et économique qui était diamétralement opposée, alors que pourtant on était dans un bassin géographique extrêmement proche, c'est-à-dire la ville de Berlin, et qu'il n'y avait pas cette division avant la séparation de la ville en deux. Le souci, c'est que cet État va devenir de plus en plus gros, il va avoir une administration qui est lourde, il va y avoir un management qui va être omniprésent, et d'ailleurs on sait que le Troisième Reich a été le précurseur en fait du management moderne, et le problème c'est que forcément il va y avoir une militarisation de la société. Tout individu doit s'insérer dans le groupe, et le meilleur moyen d'insérer l'individu dans le groupe, de le mettre dans le rang, c'est de mettre en place une logique militaire. L'État va devenir un monstre froid, le plus froid de tous les monstres froids, et le pouvoir militaire est utilisé afin d'uniformiser la société. Et il va y avoir une nouvelle classe moyenne qui va se constituer autour de militaires, de fonctionnaires ou de tous ceux qui sont en fait les bras armés de l'État. Mais attention, il n'y a plus de place à ce moment-là pour la liberté individuelle, pour la libre entreprise. Hayek qui développe une autre idée qui est extrêmement intéressante, c'est que l'État, pour se légitimer, pour légitimer la politique qu'il mène, il doit rentrer dans l'ère de la post-vérité. C'est ce que Georges Sorel appelait des mythes. C'est-à-dire que l'État, par le biais de la propagande, doit créer des mythes pour montrer aux citoyens que leur vision du politique est la plus juste et la meilleure, parce qu'elle est directement liées à des idées propres à la science ou bien à des valeurs transcendantales. L'URSS a beaucoup joué de cela, avec notamment ce qu'on appelle le stakhanovisme, qui émane de Stakhanov. C'était un mineur de l'URSS qui aurait fait sortir des mines des tonnes de charbon alors que les autres n'étaient pas aussi productifs. Il y a vraiment cette idée en URSS de créer des mythes pour légitimer la doctrine. Stakhanov, c'est un bon mineur parce que il est là pour le groupe, parce que lui qui va chercher beaucoup de charbon pour les autres, il fait marcher correctement l'URSS. On peut citer également le martyre de Pavel Mozorov. Pavel Mozorov, c'était un jeune de 13 ans, fermier, qui aurait vu son père vendre du blé dans une logique capitaliste. Il aurait voulu prévenir l'État, mais il a été tué par ses parents et son grand-père qui étaient des anticommunistes. Donc cette volonté de créer des martyrs, de créer une post-vérité, des mythes, afin que la société puisse s'unir autour de valeurs communes. C'est ce que je vous avais dit avec le Pharmacon de René Girard, que l'on retrouve également dans 1984. Il faut faire une uniformisation de la société autour de mythes communs, même si ces derniers sont fabriqués artificiels pour servir l'idéologie dominante. Pour Hayek, le socialisme met en place les balbutiements de l'État totalitaire en faisant une négation de la liberté des individus, la liberté d'entreprendre, mais aussi de l'autonomie de ces derniers. Alors Hayek développe une idée qui est extrêmement intéressante. Il est contre aussi l'instauration d'un gouvernement mondial où il y aurait une destruction des nations et de leurs particularités. Comme je t'ai dit, il appartient à l'école du traditionnalisme et de ce fait, il est très inquiet de la mise en place d'un tel État. Il dit, je cite, « Nous n'allons pas reconstruire une civilisation sur une grande échelle. Ce n'est pas par hasard qu'on retrouve généralement plus de beauté et d'honnêteté dans la vie des petites nations et que chez les grandes on rencontre plus de bonheur et de contentement dans la mesure où elles ont su éviter le fléau mortel de la centralisation.
Maintenant qu'on a vu les idées remarquables à l'intérieur de la route de la servitude, il est possible d'émettre des critiques. Tout d'abord, Hayek part du principe que l'économie et le politique sont liés. Moi, je crois aussi à ça. Je suis influencé par les travaux de Christopher Lasch ou de Pasolini qui pensent que lorsque l'on impacte l'économie, on va forcément engendrer des transformations anthropologiques par le biais du politique. Alors, Hayek, Christopher Lasch et Pasolini pensent en somme la même chose, que les deux sont liés. Mais Hayek, il n'arrive pas à faire son autocritique, c'est-à-dire qu'il ne voit pas que le libéralisme excessif peut entraîner un changement aussi dans la population par le biais du système de valeurs. C'est-à-dire que le système de valeurs peut être transformé de par une libéralisation économique excessive. Comme explique Hayek et comme expliquent tous ces auteurs, oui, le politique et l'économique sont liés, mais attention, le libéralisme a entraîné une décadence au niveau des mœurs. Et le meilleur exemple, c'est la politique de Ronald Reagan ou bien de Margaret Thatcher, qui ont fait des politiques économiques extrêmement libérales, ultralibérales même, et pourtant ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire le wokisme et des idées sociétales de gauche, par une sorte de cheval de Troie économique. Lorsque tout peut devenir marchandise, on va forcément avoir une transformation dans la société. Et ça, Hayek, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Il se focalise seulement sur le socialisme, et le socialisme qui peut engendrer des choses mauvaises, mais il ne se rend pas compte que le libéralisme en lui-même peut avoir une forme corrompue. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'a pas toujours été logique dans sa vision des choses, puisque par exemple, il s'est rendu plusieurs fois au Chili, chez Pinochet, qui était pourtant une dictature, et qui était un régime totalitaire, mais parce qu'il était anticommuniste, ça allait. Hayek, il a un petit peu tendance à, des fois, en fait, à avoir un deux poids, deux mesures, où parce qu'il est anticommuniste, ça passe. Et d'ailleurs, il disait, je préfère une dictature libérale qu'une démocratie qui n'embrasse pas les valeurs du libéralisme. Alors par contre, il a raison sur une chose, c'est que la démocratie n'est pas synonyme toujours de libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a un libéralisme qui prône des valeurs qui sont les plus justes et les plus belles, les idées de liberté, d'autonomie, etc. Il faut défendre ces dernières, mais il y a une vision corrompue du libéralisme avec un libéralisme excessif, un ultra-individualisme qui fait que, le collectif et tout ce qui ressemble à une cellule du collectif, par exemple la famille, connaît une décadence et n'existe quasiment plus, en tout cas dans sa forme traditionnelle. Il reproche au socialisme de se corrompre et de corrompre la société avec lui, mais l'ultralibéralisme fait pourtant exactement la même chose et parfois entraîne des dommages qui sont terribles. On peut citer la crise des subprimes en 2007, qui émane d'une volonté de quelques traders de faire les fous par rapport aux prêts immobiliers. La liberté individuelle, elle est extrêmement importante, l'idée d'autonomie aussi, mais tout le monde n'exerce pas cette liberté dans un but de créer une société meilleure. C'était le cas de Hayek qui voulait vraiment mettre en place une société meilleure, qui avait une vision idéaliste, puisqu'il avait connu la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne voulait pas que l'humanité réitère ces erreurs-là. Mais il faut faire attention parce qu'il a eu tendance à porter au pinacle la liberté comme valeur suprême. Or, parfois, la liberté, elle peut poser les conditions de sa propre destruction. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec cette idée d'ultralibéralisme, etc. Alors, bien sûr, Hayek est un auteur qui a compris toutes ces subtilités. Il ne faut pas lui jeter la pierre trop rapidement. Et c'est d'ailleurs un auteur très complexe où il faut prendre vraiment le temps de le lire et de s'en imprégner. Mais en soi, sa vision, elle est logique parce qu'il n'était pas conservateur. Il disait que les conservateurs n'avaient pas vraiment envie d'évoluer, qu'ils n'étaient pas dans cette volonté d'entrepreneuriat, etc., etc. Donc en soi, c'est normal que, il n'ait pas vu venir la décadence des valeurs, puisque lui-même ne se sentait pas conservateur. Mais en tout cas, Hayek est un auteur extrêmement passionnant qu'il faut lire absolument. Je trouve que cet ouvrage est brillant et il est d'actualité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.